tous et bienvenue sur la Tribune Coruscante pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle on va parler de la partie 3 d'Obi-Wan Kenobi. Alors comme d'habitude, je suis en compagnie de The Max Revo Collection qui, bon, en visio cette fois-ci, mais qui est toujours là pour discuter avec moi de ce nouvel épisode. Fidèle au poste. C'est ça. Ça continue avec la tradition instaurée par les deux premiers épisodes. Il y a juste le nom partie 3 en tout cas pour ce nouvel épisode d'Obi-Wan Kenobi. Et le synopsis officiel nous présente juste le fait qu'Obi-Wan est à la recherche d'alliés. On reste dans un synopsis toujours très vague. Alors comme d'habitude, on va faire une première partie sans spoilers dans laquelle on va détailler notre avis général, évidemment sans spoil, sur l'épisode. Et bien évidemment, dans une seconde partie avec spoilers, on ira bien plus en détail sur l'intrigue, même si bon, l'intrigue de celui-ci reste somme toute assez simple, mais voilà, on ira beaucoup plus en détail sur ce qu'on a à dire dans l'épisode. On va commencer donc la partie sans spoilers. Qu'est-ce que tu as pensé de cette partie 3 ? Alors, là c'est plus difficile, enfin j'ai un sentiment bizarre sur l'épisode. Alors je l'ai aimé, il y a des choses particulièrement fortes et cool dans cet épisode. Mais alors je saurais difficilement en fait dire pourquoi. Alors si il y a peut-être un faisceau de raisons qui fait que des trois c'est celui que j'ai trouvé peut-être le moins prenant. J'allais dire peut-être le plus faible parce que il a somme toute j'ai l'impression pas grand chose à raconter. On est vraiment j'ai le sentiment d'être dans un épisode de transition et qu'il peut difficilement se voir indépendamment de la partie 1 et 2. Alors, peut-être que c'est aussi le cas de la partie 2, mais du fait d'être, entre guillemets, d'enchaîner les parties 1 et 2... par leur moyen enfin la façon dont ils sont sortis, que les deux épisodes se sont enchaînés. Là, une semaine s'est écoulée, j'étais peut-être moins dans lancé, donc voilà l'épisode là de façon autonome. Je trouve que il pêche un peu par le fait que c'est pour un épisode de 47 minutes, qu'il n'y a pas tant de choses qui se passent dedans, que de manière générale, visuellement, visuellement je le trouve un peu en deçà des 1 et 2 sur des scènes. Ouais, c'est assez désertique, pas trop de décors, des scènes qui sont assez minimalistes. Bon, il y a une volonté aussi derrière ça. Il y a une raison, vu l'endroit que c'est aussi, mais en effet, ouais. Ouais, mais voilà, donc... Quand tu passes de Dayou dans l'épisode 2 à ça, c'est un peu plus... c'est voilà. ça, et donc, en plus, grosso modo, tu files ce qui a été entamé dans l'épisode, dans la partie 1, dans la partie 2, donc il se passe pas grand chose de nouveau, si ce n'est l'arrivée dans l'équation d'un personnage dont on n'en dira pas plus. Attention, spoil. Voilà, mais c'est ça qui m'a assez laissé sur la fin, parce que ouais, c'est vraiment, ouais, non, c'est vraiment délicat, ce sentiment d'avoir globalement bien aimé l'épisode, mais de lui trouver quand même pas mal de petits défauts, qui fait que j'ai pris moins de plaisir en fait à voir celui-là, malgré ce dont on va parler dans la partie avec spoiler, mais c'est délicat, hein. Je suis assez dans le même avis, même si j'ai bien apprécié aussi l'épisode. Le 1 et le 2 ont vraiment bénéficié d'être diffusés le même jour. Ce qui montre d'ailleurs que j'ai vraiment l'impression que les 6 parties sont vraiment juste un énorme film de quoi, peut-être 4-5 heures. Ouais. Plutôt vers 5 je pense au final, quand on va additionner tout ça. Mais ça va être un film de 5 heures divisé en 6 quoi, un petit peu. Enfin en 6 parties. Et le problème étant que des fois, au milieu d'un film, il y a un petit passage où il y a des trucs qui prennent un petit peu de temps à s'installer, un peu le ventre mou quoi, tu vois, ouais. dans l'intrigue du film. Et vu que c'est vraiment juste une division d'un énorme film, tu vois, est-ce qu'on n'est pas au milieu d'une phase un peu plus calme, un peu plus posée, sans un peu moins d'enjeux, un peu moins de trucs. Alors il se passe des trucs très importants dans cet épisode là, pour le coup. Il y a des choses, je m'attendais pas forcément à les voir tout de suite.
Oui. J'en dis pas plus pour l'instant, évidemment. Pareil, oui, non mais... Mais franchement, il y a des trucs, je me suis dit, ah d'accord, bah déjà, bon, ils perdent pas de temps, moi. Mais c'est effectivement le problème, je pense, d'une segmentation en partie comme ça. J'allais dire, tu vois la Justice League de Snyder, tu verrais peut-être un chapitre indépendamment, le chapitre du milieu où, comme tu dis, un peu le ventre mou, parce que finalement on est encore sur l'intrigue amorcée dans la partie 2, avec peut-être des aspects plus psychologiques, plus calmes, et donc avoir dissocié de l'ensemble, ça passe peut-être un peu. Il est moins feuilletonnant cet épisode, donc enfin. Ouais. C'est moins construit dans l'histoire d'une série où t'as vraiment, il y a quand même un petit cliffhanger à la fin par rapport à un personnage en particulier. Ouais. Du coup, ça fait quand même série, tu vois, vraiment dans le découpage. Mais vraiment, l'intrigue qui nous présentait là fait vraiment milieu d'intrigue. C'est ça. Oui, t'as quand même les cliffhangers de chaque fin d'épisode. Ah bah quand même, attends, il en faut un petit peu, quoi. On l'a pensé pour le diviser en 6, tu vois. Ouais. C'est ça, non, c'est quand même, ça passe bien sur le format, mais... Oui, non, mais... Mais là, clairement, en fait, je pense que mon embarras face à cet épisode, t'es qu'à mi-parcours d'un tout. Ouais. Donc, c'est assez difficile. Il y a peut-être des choses qui m'embêtent un peu, mais très certainement, quand je vois aussi des fois peut-être certains fans là qui vont un peu partir en live à cause de certains trucs, j'allais dire, moi, je ne jugerai ça que lorsque j'aurai vu la totalité... De la série. Je suis assez d'accord. En plus, tu connais mon avis sur un truc en particulier qui est au cœur de la série, donc... Ça sert à rien de s'enflammer maintenant. Il y a plein de choses qui sont... C'est marrant que tu dises s'enflammer, d'ailleurs. Ouais. J'en dis pas plus pour l'instant, mais c'est un joli choix de mots. Je pense qu'on n'a pas grand chose de plus à dire dans une partie sans spoil, parce que là, vraiment, faut rentrer dedans. Hein. Faut y aller, puisque, bon... Il y a des trucs à dire quand même, donc à partir de maintenant on va commencer la partie avec spoilers, donc c'est pour ceux qui ont déjà vu l'épisode ou ceux qui n'en ont pas grand chose à faire d'être spoilés. Donc si on revient sur l'intrigue de cette partie 3, on poursuit justement le voyage en gros initié par Obi-Wan Kenobi et Leia, qui sont à bord du transport commercial là, qui leur a été renseigné par, alors j'ai oublié son nom, Adja Estri, voilà c'est bon. Surtout, on revient sur la révélation, quand même, la révélation finale de la partie 2, avec Anakin Skywalker est encore vivant, le choc pour Obi-Wan, et il n'est pas encore tout à fait remis de cette révélation. Effectivement, c'est ce qui va le hanter durant tout l'épisode. Hein. Ces mots, ces flashbacks vocaux, effectivement, des épides passés. T'entends les phrases d'Anakin de l'épisode 3, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. On a un Obi-Wan profondément... Enfin, il est totalement sous le choc de cette révélation. Et waouh, il a du mal à encaisser ce qu'il vient d'apprendre. Hein. Surtout qu'il fait encore appel à Qui-Gon, il tente de communiquer avec lui. Ce qui me fait vraiment penser, tu vois, à chaque fois qu'on a un passage comme ça, il y en avait un dans le premier, un dans le deuxième et un dans celui-là. Dans le chapitre 6, des formations Mandalorian, dans la partie 6, je suis sûr qu'on va avoir une scène avec la voix de Liam Neeson qui va arriver, du style bonjour. Tu vois, ça y est, c'est bon, le parcours du personnage est fini, donc va y avoir la voix de Qui-Gon à la fin, quoi. Tu vois, c'est comme dans The Book of Boba Fett où, de façon totalement subtile, on te dit qu'il montrait bien un rancor, quoi. Donc, si tu l'as pas dans l'épisode final, tu vas être forcément déçu. C'est ça. Donc là, c'est vrai que Qui-Gon est très présent. Sans être là. Donc, on l'attend de pied ferme. Surtout qu'en plus, je pense que l'arrivée de Qui-Gon en fin de série, ça pourrait montrer, tu vois, le chemin parcouru par le personnage aussi, parce que peut-être qu'il n'arrive pas à communiquer avec lui, parce que lui, justement, ne va pas bien. Est-ce que c'est pas pour ça, tu vois, que... Mais c'est clairement ça, enfin, pour moi, de ce que je m'imagine, la série et le chemin qui va être emprunté, ça va être... le retour du Jedi, enfin, parce qu'on a un Obi-Wan... Peut-être le retour de l'espoir, déjà.
Ouais, le retour de l'espoir, ouais. Parce qu'effectivement, il est totalement brisé, il a totalement abandonné ses idéaux pour vivre caché, hein. Il est pas heureux, hein. Son rayon de soleil, c'est Luke. Bon, il y en a un deuxième soleil. Hein, on est sur Tatooine, enfin pas là, mais enfin là c'est Leia dont il s'occupe, qui est un peu moins exaspérante. Elle Elle est commence plus à le cool dans connaître cet aussi. épisode, hein. Elle commence à le connaître, avoir confiance en lui, donc. Mais oui, il y a vraiment un truc très intéressant entre Leia et Obi-Wan, surtout que, alors je m'avance peut-être un petit peu sur l'épisode, mais on voit vraiment qu'il y a deux personnages qui sont diamétralement opposés, tu vois, parce qu'il y a Obi-Wan qui est complètement anéanti psychologiquement parlant et qui ne fait plus confiance à personne, parce que la question aussi c'est est-ce que Adja les a pas trahis, tu vois, est-ce qu'il les a pas envoyés vers un Ouais. piège. Et Leia par contre, tu sais, par exemple avec l'histoire du transport plus tard là sur Ah Mapuzo, oui. elle est par contre très idéaliste et elle fait confiance à tout le monde, tu vois, donc vraiment Elle t'as fait les deux confiance d'un certain côté, elle est idéaliste à faire confiance à tout le monde, mais aussi à pas hésiter à, j'allais c'est dire, à trop vouloir dangereux même. prendre part au combat et tout ça. Enfin, on en a clairement un qui est dans la fuite et une Hmm. qui va de l'avant et qui est prête à faire confiance à tout le monde, à aller vers les gens et à participer à toutes les batailles en fait. Donc on a effectivement ça c'est super bien dans justement la caractérisation du personnage sur plein de trucs. On voit la construction de la Leia en devenir telle qu'on la connaît dans Un Nouvel Espoir. Elle est déjà Donc, un peu comme ça, hein, ouais, en ouais. effet, ouais. Ah oui, oui. Ça c'est très chouette. Mais effectivement, c'est vrai que pour le coup, tu vois, je trouve qu'en termes de mise en scène et tout ça, peut-être que les scènes les plus fortes sont dans la... Enfin bon, dans la première partie, avec bon, une grosse scène, notamment à la fin aussi, euh, tout feu, tout flamme. Euh, non, mais avec, j'aime beaucoup cette construction avec effectivement Obi-Wan en train de méditer et Ah oui, Vador. Vader qui se Dark fait Vador, reconstruire, ouais, ouais, ouais. ouais. Et là pour le coup, ouais, voilà, on l'a dit maintenant, Dark Vador qui est l'attraction principale de cet épisode. Il n'est jamais aussi monstrueux et même j'allais dire quand on assistait à sa naissance dans l'épisode 3 qui était vraiment Frankensteinesque, là on assiste enfin moi j'allais dire c'est peut-être la première fois qu'on voit un Vador aussi monstrueux, enfin Il fait on très voit son très corps ouais, mutilé. c'est très monstrueux en fait. Même la façon dont il est assemblé, tu vois, ça fait vraiment un truc Ouais. très très étrange et très perturbant même, je trouve. Tu vois, quand tu te rends compte en fait comment, par exemple, les différentes parties de l'armure se rattachent à lui, les différents trucs qu'il a dans le dos, tu vois qu'il a des sortes d'implants un peu partout. Enfin, tu sens le, ça te met pas, c'est pas à l'aise, hein, c'est pas terrible hein, comme vision. Là, pour le coup, moi, ça me rappelle plus, tu vois, le Néo de Matrix, là, Limite, quand il ouais. est dans son tube relié aux machines. Là, ça fait vraiment un Vador dégueu, quoi. Mm. Le monstre dans toute sa splendeur. On a du coup cette intrigue où Obi-Wan et Leia vont finir par arriver sur Mapuzo, donc la planète qui avait été, qui était la destination en tout cas du transport qu'ils ont embarqué sur Dayu. Et aussi, on a en parallèle une petite intrigue au sein des Inquisiteurs, puisque Reva fait croire que c'est Kenobi. Je m'y attendais un petit peu pour le coup, mais elle fait croire que... On en avait parlé, voilà. hein, c'était une des hypothèses. C'est ça, elle fait croire clairement que le Grand Inquisiteur a été tué par Kenobi lui-même, alors que bien évidemment c'est elle qui l'a tué pour s'en débarrasser. Mais en fait, on voit que son objectif, ce serait limite d'avoir la place de Grand Inquisiteur, parce que c'est plus ou moins ce que lui promet Vader. D'ailleurs, qui contacte directement Reva. Ouais. Et tout le monde n'a pas forcément ce privilège-là, ils en parlent après d'ailleurs. T'as toute une petite guéguerre entre le 5e et elle, du style c'est moi qui contactais Vader. Tu sais, genre. Ça fait un peu. C'est moi qui suis le plus proche du patron, tu vois. Non, mais... Surtout dans son château sur Mustafar, là, communication directe, c'est classe ça. D'ailleurs, le plan là, tu sais, avec la lave là, qui remonte vers le château, tu fais oh. Ah non, mais
Ben, ces scènes, je les ai trouvées, enfin, dans ce début, très réussies. Enfin, vraiment, les premières minutes, euh, enfin, partaient fort. Et après, c'est vrai que ça retombe avec C'est le passage ces sur intrigues Mapuzo, plus en fait, toute calmes. l'intrigue sur Mapuzo, ouais. Ouais, ouais. Alors, il y a des choses vachement intéressantes, hein, dans ce qui est développé sur Mapuzo, mais vu que ça traite peut-être toujours de cette thématique d'un Obi-Wan brisé qui en plus commence à après avoir des allus. Oui. Donc, Et d'ailleurs, ouais. l'hallucination, moi j'ai pas compris d'ailleurs à ce moment-là, je fais mais attends, mais c'est Anakin là? Oui, oui. Mon dieu, on a vu On Hayden l'aperçoit. Christensen là. Mm, 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 mm. Et oui, effectivement, tel qu'il était avant. C'est Hein, ça. parce que maintenant, c'est toujours Hayden Christensen, mais on le reconnaît moins. Hein. Ah bah avec les prothèses et l'armure, c'est un peu plus dur en effet. Mm, mm, mm. Mais non, j'ai bien aimé en tout cas toute cette histoire autour de Reva, la façon dont elle essaye justement de justifier la mort du Grand Inquisiteur, enfin la mort du Grand Inquisiteur. Voilà. Mais non, mais enfin, justement, quand je vois ça et les tensions qui sont toujours exacerbées entre les autres inquisiteurs et Reva, je me dis que si le cinquième a récupéré le grand inquisiteur dans la cuve de Bacta, lorsqu'il va se réveiller et qui, voilà, il n'est pas totalement mort, et enfin, je sais pas comment ça se déroulera, mais J'ai pas l'impression qu'il ait été récupéré par le cinquième parce que je sais pas. ouais, non, mais c'est ça qui fait parler, hein, parce que il est où? Et du coup, en fait, on se rend compte que Mapuzo, c'est une planète un peu minière, on dirait. On dirait qu'il y a des forages et des trucs comme ça. Ça fait vraiment très carrière, en fait. Ouais. Voilà, un environnement un peu... alors, c'est pas que ça manque d'originalité, mais c'est un peu plus simple, on veut dire, que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, même si, bon, Tatooine, hein, c'est... Voilà. Mais avec Dayu, par exemple, c'était vraiment un truc très identifié niveau visuel. Même Alderaan aussi, qu'on voyait rapidement dans le tout premier. Là, c'est vrai que c'est un peu plus classique, on retourne à du plus simple en termes de décor. Mais j'ai bien aimé, par exemple, tu vois, le côté installation impériale. Oui, oui. Avec la garnison de Stormtroopers, d'ailleurs, qui ont des armures totalement dégueulasses, en passant. Ils sont toutes pleines de terre et de marques. Enfin, ils n'ont pas eu le loisir de nettoyer leur armure souvent, faut croire. J'ai bien aimé tout ce truc-là, tu sais, bon, est-ce que l'autre nous a trahis, est-ce qu'il nous a pas trahis? Bon, finalement, ils y vont. Ils quittent justement le lieu de rendez-vous parce que la personne ne vient pas. Donc bon, tu commences à t'interroger un petit peu. Ils croisent la route d'un transport que évidemment Leia va appeler parce que voilà, venez vous prendre, super, bonne idée, tu vois. Et ils tombent sur un alien, alors très bizarre, on dirait une espèce de taupe chelou. Enfin, c'est très bizarre comme machin. Hans Topman version Star Wars. C'est ça. Et d'ailleurs, je l'ai vu après. Mais qui apparemment, alors je sais pas si c'est doublé ou joué, je pense juste doublé, mais par Zach Braff. Donc, d'accord, de Scrubs. Voilà, c'est ça, donc de Scrubs. Ceci dit, il y avait son pote, Donald Faison, dans Résistance. Donc ouais. Voilà, tous les acteurs de Scrubs vont finir par passer dans Star Wars. C'est ça. Et du coup, c'est le conducteur sympa. Quand ils embarquent à bord de son transport, il y a le petit symbole impérial quand même à l'arrière. Le mec est là du style, ouais, bon, c'est quand même mieux l'Empire, hein, quand il y a de l'ordre, c'est mieux, machin. Tu fais, oh là, on est embarqué où là? Parce que pour le coup, après, t'as plusieurs scènes de tension. La première, c'est vrai que il prend plusieurs impériaux en stop. Ouais. Et là, effectivement, quand il commence à échanger et que Obi-Wan, il est enfin, on voit qu'il est vraiment chamboulé, hein, parce qu'il est un peu en dessous de tout dans l'épisode. Hein. C'est lui qui fait, heureusement qu'il y a la Leia, boulette, d'appeler. Leia par son prénom alors qu'ils ont pris des alias et qu'ils essayent de jouer le fermier père et fille discretos. D'ailleurs, il faudrait qu'il change de tenue parce que c'est vrai que ça fait très Jedi. Il se balade toujours. Ouais, non, c'est ça. Il pourrait, je sais pas, mettre un t-shirt et un short histoire de passer. Avec sa toge et sa capuche là. Manquerait plus qu'il ait un sable laser à sa ceinture, quoi. C'est vrai que c'était très sympa en tout cas tout cet enchaînement là justement comme tu disais, de tension. On sait pas vraiment à quel moment ça va péter en fait. Tu sais que ça va péter, mais tu sais pas exactement quand, et c'est ça qui était assez cool.
Et justement, il me semble que c'est au passage, là, il y a une espèce de barrière laser là, qui bloque le passage. Ils se font inspecter. Ouais, je crois que tu penses à un Stormtrooper en particulier, là, quand j'ai dit barrage laser. Parce que du coup, Obi-Wan se fait découvrir, les Stormtroopers commencent à l'attaquer. Il n'utilise pas encore son sabre laser, il utilise encore son blaster, là, pour l'instant. Mais il se bat contre les Stormtroopers, il tire dans un qui tombe sur la barrière, qui la tranche en deux. Ça c'était dégueu. C'était le pauvre moi par contre, contre, moi ce qui me fait marrer, c'est qu'il a quand même besoin de déconnecter la barrière, alors que bon, tu peux la contourner simplement, hein. Bon, un petit détail, parce que surtout qu'il continue à pied, quoi. J'avais pas pensé à ça. Oui, bah oui, en plus il prend pas le transport, donc oui, non, il fallait juste contourner le truc et il y a plus personne de toute façon. Mais bref, du coup il continue. Mais bref. Voilà, il casse du matériel impérial. Bravo, hein, il est beau. Dégradation de matériel en plus, ça va être cher. Voilà, de bien public, ça va chercher très loin. Ça va chercher très loin tout ça. Et du coup, il tombe sur une espèce de petite garnison qui arrive dans un transport, qui est menée par un officier impérial, donc celle qu'on voyait dans la bande-annonce d'ailleurs, et qui est jouée par une actrice qui était dans Game of Thrones. Là. Elle jouait pas Elle jouait la compagne de Pedro Pascal. Martel de Pedro Pascal. D'Oberyn, ouais. Oberyn, ouais. Mais du coup, elle débarque, et d'ailleurs, ça avait suscité un petit peu des questions. Est-ce que ce sera une officier impériale ou est-ce que ce sera justement une traîtresse? Est-ce qu'elle va aider Kenobi? Enfin, on sait pas. Bah, du coup, on a la réponse. Elle flingue tous les Storms et elle récupère Obi-Wan. Et en fait, on se rend compte qu'elle connaît. Enfin, elle est liée avec Adja puisque c'est le contact qu'il devait rencontrer. Elle a eu un contretemps qui lui a pas permis d'être à l'heure au rendez-vous, mais en tout cas, c'est elle qu'ils étaient censés rencontrer au départ. Et elle va les emmener sur une petite ville qui est à proximité, dans une espèce de, je sais pas, on dirait une espèce de boutique où il y a une arrière salle qui est en fait une sorte de, comment dire, de chemin pour les Jedi pour qu'ils s'échappent en fait, si je me souviens bien. Ou un truc de, enfin je sais pas, de réparation, parce que t'as des bras de droïdes suspendus partout, alors... ouais, c'est ça, et c'est là qu'on fait la rencontre d'ailleurs du droïde Ned B, alors qu'il ne parle pas, malheureusement. Il est mignon en plus, ce droïde. Oui, mais pour Leia, ça va lui changer un droïde qui parle pas, hein, mais la pauvre... C'est ça, avec ses 3 PO, elle a de quoi faire. Hein. Ouais. Mais non, du coup, ils tombent là-dessus. Ils vont trouver justement dans cette arrière-boutique une espèce de passage secret qui a été utilisé par plein de Jedi. Et d'ailleurs, la petite référence en passant, je pense le fait Quinlan que... Vos. Oui, c'est ça, Quinlan Vos, évidemment. Alors ça, je te dis pas, quand j'ai entendu ça, j'ai fait non, Quinlan. Et en plus, l'autre, elle te fait mais oui, mais il est là, il aide les enfants, machin. Tu fais oh. Ça fait 10 ans qu'il a survécu et on est très content, quoi, parce que bon, Quinlan, c'est quand même un personnage assez emblématique de l'univers légende déjà en plus, hein, qui a été intégré au canon. Alors, il est mentionné dans l'épisode 3 d'ailleurs, hein, Quinlan Vos, mais il était vraiment proéminent dans les comics de l'univers légende, les comics Clone Wars, enfin les comics Republic aux États-Unis. Et là, on a la confirmation, parce que ça n'avait jamais été vraiment très abordé, mais il a vraiment survécu lors de 66. Et ça, c'est un petit clin d'œil sympathique. Moi, je me souviens de lui, enfin, mais dans une case de la BD, enfin, le comics épisode 3, où tu le voyais sur Kashyyyk. Il y a sa mort, en fait, celle qui était censée être dans le film, mais qui n'avait jamais été faite. Il y avait eu juste les animations de tout début de projet. Mais la scène n'a jamais été présentée dans le film, ce qui est pas plus mal parce que du coup en fait ça nous permet d'avoir un personnage qui survit en plus à la purge Jedi. Mais d'ailleurs le truc c'est que vu que le comics était légende, ils avaient fait un petit retcon du style il avait survécu, tu vois, à cette explosion là et il revient plus tard dans les comics aussi. Enfin bref. D'accord. C'est un personnage qui survit quoi qu'il arrive en fait. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est cool. Ça aussi, c'est une thématique intéressante et même revoir ces passages, je sais pas, ça rappelle aussi tout ce qu'on peut voir des fois dans des films de la période, justement les tunnels de la Seconde Guerre mondiale, évacuer les esclaves ou durant donc ça c'était, moi je pensais plus à la guerre de sécession, tu sais, oui, remarque, c'est ces tunnels là, mais effectivement après t'as tous ces passages, et effectivement pour que des personnes comme ça puissent partir et se faire puis les réseaux justement pour les emmener, les réseaux pour de les amener en passeurs, sécurité, pour qu'ils obtiennent une nouvelle identité et une nouvelle vie. Et en plus d'ailleurs, petite référence à l'univers légende aussi,
La planète vers laquelle ils vont, c'est censé être Jabim. Jabim, ouais. Et Jabim, c'était le lieu d'une énorme bataille pendant la guerre des clones d'ailleurs, et qu'on voyait dans la série Republic, donc publiée sous le nom Clone Wars d'ailleurs en France. Mais du coup, la planète Jabim, ouais, qui est mentionnée vite fait dans cet épisode-là, et qui est apparemment le prochain lieu du chemin en fait, qui permet d'exfiltrer les Jedi. Donc assez cool parce qu'il y a pas mal de petites références par-ci par-là. On voit les gravures en fait des précédents Jedi qui sont passés. Enfin, c'est un lieu assez sympathique à découvrir. Alors du coup, après toute cette découverte du réseau là, d'exfiltration des Jedi, il y a assez peu de répit puisque Vader débarque assez vite. Et ça, c'est un truc qui m'a surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'il arrive aussi vite, tu vois. Oui, parce qu'effectivement, après le passage là sur le château sous-marin, la base marine des Inquisiteurs. Oui, c'est vrai qu'on voit la forteresse de Nour, ouais, en effet. Ouais. Je m'attendais encore à une tentative des Inquisiteurs de capturer Obi-Wan, mais non, là c'est Vador qui a été prévenu par le cinquième frère qui débarque directement. Et son arrivée est assez... Là encore, hein, je trouve... les scènes à chaque fois de Vador, ça fait presque film d'horreur. Enfin, vraiment le croque-mitaine, on voit que son ombre au début, on entend donc sa respiration sans trop le voir. Puis le visage d'Obi-Wan quand il ressent la présence d'Anakin. Tu sais, ça m'a fait penser à dans Rebels, quand Ahsoka ressent Vader, tu sais, à côté. Ils sont dans un combat spatial, je crois, à ce moment-là. Elle est à bord du Ghost et lui, il est dans son chasseur-taille. Mais tu vois la tronche qu'elle tire, tu vois, du style. Elle ressent la présence d'Anakin, tu vois, et tu fais. Et là, il y a eu un peu le même truc. Obi-Wan ressent pour la première fois depuis 10 ans la présence d'Anakin et ça le met pas bien, quoi. Franchement. Punaise. Alors là, par contre, ce qui m'a impressionné dans cette scène, c'est la brutalité de Vador. Il est totalement affreux, mais il s'en prend aux civils en plus qui sont là juste dans la rue. Ouais, il s'en prend aux civils, il s'en prend aux gosses. Enfin là, il s'en prend à tout le monde. Et alors, mais c'est moi ou là pour le coup, c'est Reva qui est choqué. C'est un peu les autres inquisiteurs sont un petit peu j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu surpris parce que eux ils sont assez dans la mesure au final dans la série en tout cas. Reva est limite plus dans la lignée de Darth Vader directement que les autres en fait, parce que Reva elle est très impulsive et elle fait vraiment très très mal, lui aussi hein, parce que là franchement il n'y a aucune limite à ce qu'il fait hein. Il n'y a pas un type où il lui brise la nuque d'un seul coup avec la force. Y a des trucs, non mais en plus le type en question c'est un gamin, enfin il a quoi je sais pas, une quinzaine d'années, enfin il est assez jeune. Enfin c'est brutal quoi en tout cas. Ouais. Non mais là tu vois justement Reva qui était effectivement elle aussi, elle se comportait un peu comme ça dans les épisodes 1 et 2. Il m'a semblé presque qu'elle était mal à l'aise. Vraiment, enfin de toute façon quand Vador est là et fait sa descente, là pour le coup tout le monde regarde ses pompes et waouh, c'est là pour le coup après qu'ils se séparent hein, parce que Leia part effectivement avec sa nouvelle amie pour s'échapper et Obi-Wan leur propose de rester en fait pour faire diversion quoi. C'est ça. D'ailleurs, pour revenir sur le personnage de Indira Varma, là, j'ai bien aimé, tu sais, tout son truc du style je suis rentré dans l'Empire parce que je pensais que ce serait bien et en fait c'est des pourris et maintenant j'aide les Jedi. Enfin, j'aime bien, c'est très rapide hein, tu vois, comme caractérisation, mais c'est suffisamment intéressant pour te montrer un personnage de ce style-là. J'ai bien aimé, tu vois, cette façon de présenter le personnage, ce qu'elle fait justement après. Et surtout aussi, ça s'ancre dans le parcours, dans la construction du personnage de Leia. Enfin, le fait qu'elle lui dit, c'est une femme forte, c'est une femme qui se bat. Et la rébellion est possible. Voilà, la rébellion est possible. C'est peut-être elle qui va lui apprendre à tirer ses premiers coups de blaster. Donc, on est clairement sur une source d'inspiration pour elle. Ça peut être sympa en tout cas sur ce que ça peut donner avec ce personnage, surtout qu'en plus, je suppose qu'on va la voir dans la suite en plus, vu ce qui se passe à la fin. Mais comme tu disais justement, Leia part avec elle, alors que Obi-Wan va tenter de faire diversion. Il part, et pour que bien évidemment Vader le poursuive, ce qui va donner donc le premier affrontement entre les deux au final hein, dans la série. Et ça nous avait été un petit peu suggéré qu'il n'y aurait pas juste un seul affrontement. On nous l'avait mentionné très vite, tu vois.
mais je m'attendais, tu vois, j'avais peur qu'il y en ait trop, à la limite. Mais là, je sais pas ce que t'en penses, mais est-ce que c'est vraiment un affrontement à 100%? Il n'y a pas vraiment de duel vraiment très long au sabre laser, même si je trouve qu'il est bien fait. Parce que Obi-Wan ne fait que fuir, par exemple, tu vois, dans celui-là. C'est ce que j'allais dire. Là, on est encore sur presque un non-affrontement, et dans comment dire, on a un Obi-Wan de toute façon qui est brisé, qui est totalement... qui vit caché, qui fuit tout. Enfin, il a perdu tout espoir, il a fui l'idée de combattre l'Empire. Ça s'est dit dès le premier. Et là, on voit que même depuis le début de la série, il a du mal à utiliser son sable laser. Et même là, la force, que ce soit la force, que ce soit le sable laser, sa façon effectivement d'aborder les problèmes, c'est la fuite. Là, face à Vador, c'est je trouve le jeu du chat et de la souris. Il passe son temps à se cacher. On a presque un Dark Vador qui, sur certaines scènes, vraiment, tu sais, que comme un film d'horreur, c'est un prédateur en fait. Hein. Ouais. Voilà, un jumpscare avec Vador qui apparaît. Qui poursuit sa cible. Obi-Wan qui est totalement perdu, totalement affaibli. Là, il est vraiment que l'ombre de lui-même, et on se dit il est même pas en mesure, et c'est ce que prouve ce non-affrontement avec Vador. Vader le maîtrise totalement quand même, il est bien au-dessus. Le maîtrise totalement, et même on voit que Vador il se fatigue même pas. Il se bat quasiment pas, il cherche pas à affronter. En termes d'affrontement au sabre laser, en effet. On voit, c'est ça qui est un peu. C'est des scènes qui sont vraiment hyper intéressantes. Mais à mon sens pas totalement réussi, parce que je trouve que visuellement c'est tellement peut-être épuré et non spectaculaire que on a Vador qui réapparaît et tout ça après des scènes qui avaient été peut-être très courtes, très efficaces. Là je pense à Rogue One. Là on a son entrée est assez impressionnante, mais ce non-duel dans un non-décor avec en plus tout se fait de nuit. Alors heureusement qu'il y a ces plans assez jolis où il a son sabre laser bleu avec Vador qui lui tourne autour, mais c'est vrai que visuellement c'est pas extraordinaire. Moi j'ai été un peu déçu par alors pas l'intensité de ce qui se passe, mais le visuel. Je pense que c'est l'objectif en fait, de pas faire un truc non plus spectaculaire. Tu sais, vraiment dans la façon du duel qu'on a pu avoir par exemple dans l'épisode 3. Je parle de la saga du coup. Mais je suis un peu en demi-teinte aussi, j'ai l'impression que comme toi. Dans le sens où en fait je comprends pourquoi c'est comme ça. Mais en même temps je pense que le duel final sera entre guillemets plus satisfaisant en termes de spectacle que celui-ci. Mais pour les thématiques et pour la façon dont c'est présenté, je trouve que c'est logique en fait avec ce qui se passe. Dans le sens où c'est pas anticlimactique non plus, tu vois, mais c'est moins spectaculaire, c'est moins ça fait moins chorégraphie, ça fait machin. Là, on est vraiment dans un truc qui est plus. Non mais enfin, Obi-Wan est faible en plus à ce moment-là. Voilà, Obi-Wan est faible, mais je trouve que après, alors c'est peut-être très méchant ce que je vais dire, mais c'est que ça fait presque fan film, je trouve. C'est certain. Le fait que t'as l'impression que ça aurait pu être tourné dans une carrière le lieu est lambda. pas, par contre. Ça c'est vrai que. Non mais c'est ça qui à mon sens la même scène, mais peut-être dans un décor un peu plus travaillé, un peu. Alors est-ce que c'est encore une question de moyens ou vraiment de faire une mise en scène dans un truc totalement épuré avec un Obi-Wan qui fuit et tout ça, mais vraiment j'ai l'impression que ça aurait pu être tourné n'importe où, enfin dans des et je le décor trouve est pas exceptionnel, ça c'est pas faux par contre. Ça affaiblit visuellement ça affaiblit cette scène qui pour le coup est quand même on assiste à un Obi-Wan qui
qui a jamais été là pour le coup aussi faible. Non seulement il démarre la série, on voit qu'il est pas au mieux de sa forme parce que ça fait 10 ans qu'il a pris un sacré coup de vieux et au niveau de la force et de ses réflexes de Jedi, il a perdu beaucoup. Mais là, le fait d'être en plus brisé psychologiquement parce qu'il vient d'apprendre, waouh! Donc là, on a presque même l'impression que Vador est déçu par ce qu'il a en face de lui, quoi. J'ai bien aimé par contre l'échange très rapide, mais qui était lourd de sens qu'ils ont, avec vraiment Obi-Wan qui est là, parce que c'est la première fois qu'il découvre en fait à quoi ressemble Anakin maintenant, à quoi ressemble Vader. Et il est là, mais il est choqué aussi par ça en plus. Tout se rajoute, tu vois, c'est des couches successives de choc et de voilà. Ça va pas bien, du coup, à cause de tout ça. Et j'aime bien, tu sais, la réplique où il lui dit mais qu'est-ce que t'es devenu en fait? Et Vader qui lui répond un truc du style je suis ce que tu m'as fait devenir, ou je sais pas quoi, je suis devenu ce que tu as fait de moi en fait. Ouais. Et là, tu sens en plus, d'autant plus le côté qui est là depuis le début de la série, en fait, le côté responsabilité d'Obi-Wan qui s'estime responsable. Alors déjà de la mort d'Anakin, parce qu'il croyait qu'il était décédé depuis, mais vraiment là, il s'estime responsable de ce qui lui est arrivé, de sa transformation en Vader. Et j'ai bien aimé, tu vois, le fait que ce soit dit, que ce soit présenté comme ça dans la scène. Ouais. Et surtout, moi, c'est après la suite que j'aime beaucoup, parce que clairement... On comprend enfin que cette haine sans limite qu'a Vador pour Obi-Wan, c'est qu'il veut lui faire payer ce qu'il est devenu, et on voit qu'il veut le faire souffrir, et il cherche à aucun moment à le tuer. Effectivement, ça se voit, il cherche à le rabaisser, et c'est vrai quand il utilise ses braises ou le feu pour infliger 1000 douleurs à Obi-Wan, c'est vrai que la scène là pour le coup est vraiment elle est vraiment forte visuellement, et effectivement même émotionnellement parlant. Ouais, là il se venge, et il veut effectivement le faire souffrir de la façon la plus abominable qui soit. Surtout qu'en plus tu vois que t'as vu comment il le chope d'un seul coup, en fait il aurait pu limite faire ça depuis le début. T'as l'impression qu'Obi-Wan n'offre aucune résistance à ce qu'il fait. Et le fait que, comme tu dis, il fout le feu, il le chope par la force, et puis tiens, je te traîne dans le feu pour te faire subir ce que j'ai subi moi, en fait, simplement, c'est ça. Hein. C'est une vengeance pure et dure, quoi. Œil pour œil, dent pour dent, en limite. Comme tu disais tout à l'heure, hein, là c'est clairement un prédateur, et qui plus est relativement sadique, qui est là pour se venger et le faire souffrir. C'est la loi du talion, tu vois, tu m'as brûlé à mon tour, quoi. Par contre, après, il le fait, il le laisse justement dans le feu quelques instants, il en sort par contre, en lui disant, je crois que sa réplique c'est quelque chose du style tes souffrances ne font que commencer, et il s'attend à ce que ces Stormtroopers capturent justement Obi-Wan Kenobi pour le ramener sans doute sur le château de Mustafar, où il va subir maintes tortures, on suppose. Mais c'est à ce moment-là que justement le personnage d'Emira Varma intervient. Elle tire dans le premier Stormtrooper qui est le plus près d'Obi-Wan à ce moment-là. Et alors il y a le feu en fait qui redémarre, et qui redémarre de plus belle. Elle retire et provoque une explosion en fait sur l'un des conteneurs qui explose, et pour le coup sépare Vador, son escouade de Obi-Wan, qui va être après secouru par le droïde. C'est ça. Alors par contre, je sais pas ce que tu as pensé de cette résolution-là du combat. Tu vois, je comprends la nécessité d'extirper Obi-Wan de cette situation-là. Je trouve qu'elle est un tout petit peu... C'est pas que c'est mal écrit, tu vois, c'est pas ça non plus. Hein. Je veux dire, faut pas aller jusque-là. C'est un petit peu facile, j'ai l'impression, tu vois, comme fin. Dans le sens où tu te dis Vader ne fait pas plus que ça pour l'instant. Alors est-ce qu'il joue avec, tu vois, dans le sens il sait qu'il va finir par le choper. Je sais pas, j'ai trouvé la résolution un petit peu simple, tu vois, par rapport à ça. Oui, parce que là pour le coup, vu le Vador qui est sommé de sa puissance, il aurait très bien pu neutraliser le droïde et empêcher Obi-Wan ne serait-ce que par la force, tu vois, l'amener. Surtout qu'en plus, alors je sais, c'est pas la même chose, c'est pas le même média, etc. Mais quand tu vois certains trucs que fait Vader dans les comics, par exemple, alors, voilà.
c'est pas les mêmes médias, je l'ai déjà dit. Mais je veux dire, il y a des choses bien plus dantesques qu'on a vues, alors même dans les comics canon, hein, j'entends, parce que pour que ce soit quand même cohérent avec le même univers. Mais là, tu te dis que Vader ne fasse rien et le laisse partir, c'est... Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça un petit peu léger, tu vois, comme justification. Il y a un peu de flamme, plus que tout à l'heure, bon. Surtout qu'en plus, il plante là, tu vois, t'as l'impression il est juste face au feu. Il attend un peu, puis bon, bah, il se casse au final, parce que bon, bah, on verra plus tard, quoi. Ouais, non mais clairement après comme tu le dis, hein, bon, c'est un Deus ex machina un peu facile. Et après, bon, eux ils mettent ça sur le fait que Vador est en mode prédateur à fond et va continuer son jeu du chat et de la souris sadique parce que bon, il espère aussi peut-être que les inquisiteurs aient fini par choper Leia pour reprendre de plus belle un peu son chantage et son jeu sadique. Et d'ailleurs, tu parles de ça, mais on se rend compte que en parallèle de ce duel entre Obi-Wan et Darth Vader, il y a Reva en fait qui trouve l'endroit, en fait, la fameuse boutique là où ils sont. Ouais. Elle découvre justement la salle cachée qui mène au tunnel par laquelle en fait Leia a été amenée par j'ai complètement oublié son nom. Elle dit son nom dans l'épisode, mais j'ai oublié. Puisque elle découvre en fait tout ce qui avait été caché par l'autre, là, l'ancien officier impérial. Et un truc qu'on a oublié de dire, mais elle part, elle laisse Leia toute seule rejoindre le pilote. D'ailleurs, oui, précédemment. Mais c'est même Leia qui lui demande. Oui, hein. oui, c'est ça. Elle lui dit, mais vas-y, moi je me débrouille. Non, mais Leia, quoi, évidemment. Et au final, Reva parvient même à devancer Leia. Ouais. Puisque c'est la fin de l'épisode, hein, ça se finit d'ailleurs là-dessus. On a Reva qui a tué manifestement le pilote, qui fait face à Leia en fin d'épisode. Et en gros, ça se conclut là-dessus, quoi. Ça te laisse suggérer qu'en tout cas, Reva va capturer Leia. Et que, est-ce qu'elle va l'utiliser comme appât pour faire venir Obi-Wan, peut-être sur la forteresse des Inquisiteurs d'ailleurs. Enfin, à voir comment ça va se dérouler tout ça, mais apparemment l'épisode suggère que Leia maintenant est entre les mains des Inquisiteurs, que en tout cas qu'Obi-Wan est en direction de la planète Jabim, avec les deux, là, le droïde et l'ancien officier impérial, et on sait pas exactement vers quoi ça va, hein. Je sais pas ce que t'en penses de cette fin, mais... Non, bon après, ce qui m'a un peu déçu, c'est de se dire, ah bah tiens... Leia encore capturée, donc on remet une pièce dans la machine si tu veux, grosso modo. Oui, ça recommence quoi. Ça recommence et bon, j'aurais préféré à la limite que ce cliffhanger soit ôté parce que ouais, si, il fait redite, donc effectivement je sais pas, d'ailleurs c'est assez bizarre, elle est à un bout du tunnel, il y a quand même pas mal d'avance sur elle et Reva parvient quand même à la dépasser, ouais. Bon. Ouais, c'est ça, ouais. Par contre c'est Reva qui m'a semblé elle un peu troublée, presque plus gentille dans cet épisode. Ouais, non, je sais pas. Bon, c'est pas une gentille, hein, quand même, faut faire gaffe. Non, mais plus. Enfin, par rapport à la. Alors c'est toute chose étant égale par ailleurs, vu l'état de nerfs de Vador dans l'épisode, mais non, effectivement, là, elle s'est assagie. Peut-être que sur la suite, elle va un petit peu plus se distinguer. Il me semble me souvenir de scènes de la bande-annonce où on la voit dans la forteresse des Inquisiteurs, sabre laser allumé, avec des tirs de blaster en plus. Donc, à voir ce que ça va donner, tout ça, mais. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, tu vois, c'est pour ça que je parlais de Leia sur la forteresse. Est-ce qu'elle l'amènerait pas, elle pousserait pas Obi-Wan à venir là-dessus? Et est-ce qu'il n'y aurait pas justement le gros combat avec Vader dessus, quoi? Ouais. Ou alors si elle rentre sur la forteresse et que le grand inquisiteur est là en peignoir, c'est vrai que là aussi ça peut jeter un... Ça va jeter un front. Hein. Il y a quelque chose aussi dans l'épisode qui, comme celui de la semaine passée, est assez intéressant, assez joli, toujours dans la construction du perso de Leia, c'est toutes les références à sa mère, à Padmé. Et, oui, sur le transport, là, quand ils en parlent. Ouais, sur le transport, effectivement, là j'y repense maintenant, mais c'est encore une jolie scène. Il y avait eu la même chose dans la partie 2.
où effectivement elle sent qu'Obi-Wan lui cache quelque chose autour de sa mère, peut-être même autour de son père. Hein, parce qu'elle lui dit « Mais t'es mon père ou pas ?» Non, non. Papa, non. Est-ce que t'es mon vrai père ? Non, ça non, par contre. Mais en plus, il lui dit un truc du style « Ouais, bah, ça m'aurait pas forcément dérangé en plus. Ça aurait été bien, mais non, pas moi. » Mais c'est qu'il est fier d'avoir une petite fille comme elle. Mais c'est ça. Voilà. Et après, j'ai bien aimé le passage, c'est dans la même scène d'ailleurs, où il parle un petit peu de sa famille à lui. C'était assez sympa ça d'ailleurs, tu sais, du style, oui, mais je me souviens vaguement de mes parents, quelques bribes par-ci par-là. Je crois que j'ai eu un frère d'ailleurs. Mais d'ailleurs, ça, c'est une grosse référence. Je sais pas si tu connais. Mais Aurelius Kenobi. Oui, c'est ça, c'est Aurelius Kenobi, c'est ça. Il a un phénix aussi. Mais en fait, avant, dans les scripts originaux, Owen devait être le frère d'Obi-Wan. Mais on sait en tout cas que Obi-Wan avait un frère, et c'est la première fois, je crois, qu'il en parle dans l'univers canon, du coup. Mais c'est un truc qui était un peu connu autour du personnage. Mais c'était sympa, en tout cas, de voir ce côté-là, du style, bah oui, non, mais nous, les Jedi, on est pris à un très très jeune âge, donc en fait, on est arraché à nos parents, à nos familles, mais on s'en souvient peut-être un petit peu, mais voilà. J'ai trouvé ça un peu touchant, tu te dis, mais... C'est vrai qu'ils font ça, les Jedi, quand même, c'est dur. Et c'est marrant de voir, alors je me souviens que ça c'était un des points qui était pas mal critiqué par les fans pour cette réplique de l'épisode 6 quand Leia commençait à parler effectivement qu'elle se souvenait de sa mère et elle soulignait sa vraie mère et enfin... Et donc, mais comment c'est possible avec l'épisode 3 et la mort de Padmé et pour le coup, le fait que on voit que c'est quelque chose qui turlupine la jeune Leia, qui a beaucoup de références à ça. Alors, c'est joli parce que on voit que cet aspect-là est creusé et que j'ai l'impression que la série va aussi chercher à peut-être à revenir sur certains liens entre prélo et trilogie classique qu'il faut renforcer ou expliciter un peu et c'est vrai que toute cette partie-là après moi ce que je me dis c'est que tu sais toute cette histoire en fait ma petite théorie personnelle sur ce sujet-là c'est que potentiellement elle s'en souvient mais vu que Leia est sensible à la force peut-être via la force en fait qu'elle a peut-être eu des visions. Je crois que c'est ce qu'avait expliqué Lucas, que c'était l'une des manifestations de la force et peut-être que dans la série ils vont illustrer ça davantage. Mais le fait que ce soit quelque chose qui la travaille, qu'elle en parle... Ça fait 2 fois de suite qu'ils en parlent de Padmé quand même. Donc, c'est ça, comme Obi-Wan c'est Qui-Gon et elle on voit qu'il y a la question de ses vraies origines et toutes les références à Padmé effectivement qui donnent à chaque fois lieu à des jolies scènes. Mais d'ailleurs le truc c'est qu'en plus sur Leia, le truc qui est assez marrant c'est qu'elle pose des questions à Obi-Wan sur la force quand ils sont dans le transport là au début là, quand ils sont encore en voyage vers Mapuzo. Et elle dit ouais tu peux pas utiliser la force pour changer la trajectoire du vaisseau, non mais ça marche pas comme ça, est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça, comment c'est la force, elle est ultra curieuse en fait de ce truc là. Est-ce que ça présage, tu vois, sa sensibilité à la force que, évidemment, elle ne saura pas, on va dire, jusqu'à un certain âge. Mais, tu vois, elle a un intérêt, en tout cas, pour ça. Est-ce que... J'ai bien aimé, en tout cas, ce questionnement de Leia par rapport à ce domaine, en fait, de la force. Et Obi-Wan en fait une très jolie description, d'ailleurs, je trouve. Tu vois ça, je trouve que c'est l'une des forces, à mon sens, de la série. C'est la caractérisation des personnages, la façon dont ils sont construits. Elle, je la trouve géniale. Le Obi-Wan brisé également. Ce Dark Vador plein de haine, sadique. Enfin, à chaque fois, je trouve que les personnages sont plutôt intéressants. Alors que si on devait, je trouve... apporter des critiques après notamment peut-être encore plus à la prélo les persos notamment étaient souvent un peu desservis par les dialogues de Lucas il a effectivement cette force en tant que créateur de mythologie
le lore Star Wars est passionnant, mais c'est pas un grand metteur en scène en termes de directeur, direction d'acteur et en termes, je trouve, de dialogue. Et là, par contre, c'est vraiment la force de la série. Et c'est aussi ce qui est intéressant dans des séries comme ça où une seule histoire va s'étaler sur 5 heures, c'est que on te creuse et croque vraiment des personnages qui sont intéressants. Et cette petite actrice pour Leia est vraiment très bien trouvée, très intéressante, et Ewan McGregor délivre une prestation que je trouve très, très touchante, très jolie. Donc après, voilà, ça c'est à mon sens la force de l'épisode, qui est un peu à mon sens desservi par le visuel là, qui est pas qui est un peu décevant, surtout par rapport à ce qu'on a vu et ce qu'on en a pris. Mais là encore, c'est ce qu'on disait, et c'est vraiment la difficulté de cet exercice, c'est que intégré dans la totalité, ça passerait, mais à part pris comme ça en extrait de la trame principale, après un épisode 1 et 2 qui était plutôt visuellement assez chouette, assez impressionnant, là même tu vois les plans de la forteresse des Inquisiteurs, je trouve le décor joli, mais je trouve pas ça superbement bien mis en valeur, quoi. Je trouve que c'est des scènes, et encore plus avec toute la partie finale, qui tombe un peu à plat à cause de ce manque d'envergure, et ce parti pris peut-être visuel trop intimiste simple, ou trop simple. Ouais. Je suis assez d'accord. Du coup voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur cette partie 3 d'Obi-Wan Kenobi. En tout cas, on a globalement quand même apprécié cet épisode-là. Pour ma part, j'ai quand même pas mal envie de voir la suite. Je suis toujours assez hype justement par la série, alors que je l'étais pas du tout au départ. Et j'ai vraiment envie de découvrir les parties 4, 5 et 6. Attends, moi j'allais dire, la question ne se pose même pas d'avoir envie de voir la suite. Là t'es au milieu du chemin. Non, on va s'arrêter là. Des trucs. Tant pis. Voilà, donc j'allais dire, il y a quand même aussi cette petite musique sur les questions de cohérence et tout ça. On a hâte de voir par ça. Rapport à l'épisode 4 et à l'échange de Vader Obi-Wan. Moi je suis curieux, pas parce que je pars du principe que les scénaristes sont notamment des fans de Star Wars et qu'ils savent comment ils vont retomber sur leurs pattes. Donc vu ce que j'ai vu, ça avait été conforté d'ailleurs par des déclarations de Deborah Chow qui disait d'ailleurs oui non mais on sait, vous inquiétez pas, on sait, on a fait attention, on sait ce qui se passe, machin, on a fait gaffe à tout ce genre de trucs, donc juste à voir comment ça va être passé, comment ça se passe, mais le seul truc c'est que ça soit fait à la truelle, mais vu pour l'instant la qualité non, c'est bien fait quand même de la série, la qualité des personnages, de l'écriture, moi je veux voir la suite et j'ai confiance. Du coup j'espère que cette vidéo de review sur la 3e partie d'Obi-Wan Kenobi vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas également à commenter pour décrire l'avis que vous avez eu sur cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à The Max Rebo Collection ainsi qu'à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos, puisqu'on se retrouvera très bientôt pour la prochaine review, celle de la partie 4 d'Obi-Wan Kenobi, la semaine prochaine. A très bientôt et que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous, et à très bientôt.